Get Busy, saison 2, épisode 5, l'épisode du 5 majeur, avec que des Charles Barkley et des Dennis Rodman. À commencer par celui qui commande, celui qui dirige, celui qui est à la fois Peppy Boyington, le sergent Micklin et Miguelito Loveless. Cher. Bonjour, monsieur. Comment ça va, Cher? Très bien. Puis évidemment, un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même, parce que quand Cher m'a dit qu'on allait recevoir Solo, j'étais hyper content. Mais tout de suite, il a calmé mon ardeur avec un légendaire coup de pression dionysien, en me disant, cette fois, tu bosses ton sujet, tu vas pas le prendre pour un autre, on est assez passé pour des cons comme ça. J'ai répondu, mais t'inquiète, mec, Solo, je connais par cœur, la famille Solo, je connais par cœur. Son frère Bruno, qui jouait dans Caméra Café, son autre frère, toujours sapé en noir, qui avait une relation un petit peu chelou avec un Wookie. Bref, Solo, je connais, je vais te faire ça bien. Mais c'est vrai que présenter Solo, finalement, c'est un peu compliqué, parce que même s'il les a pas portés tout en même temps, Solo, c'est quand même beaucoup de casquettes pour une seule tête. Solo, c'est un môme de 15 ans qui fait de l'électrique boogie tous les dimanches dans le HOP de Sydney avec son crew, les PCB. À l'époque, j'étais encore plus môme que toi et je pensais que le nom du crew, c'était les Précipices. Et ça se tient, parce que le précipice, c'est là où on finit tous les breakers qui ont osé te défier par la suite. Présenter Solo, c'est replonger dans les débuts du rap français et les premières sorties de ce qui est alors un vrai groupe, Assassin. T'as noté son nom sur ta liste, t'as bien fait, parce que tu retrouves son nom dans les crédits de la haine, où il coordonne ce projet pharaonique du rap français. Présenter Solo, c'est aussi l'écouter kicker des lyrics de furieux dans un cauchemar sans fin et brailler pom 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 sur une prod passée à la postérité du rap français. C'est se rendre compte que cette tête, tu l'as peut-être vue dans un film ou alors derrière les platines d'une soirée toxique. Présenter Solo, c'est mettre un kimono pour aller se taper avec un champion de jiu-jitsu brésilien. Moi, je te le dis direct, je suis chaud grave avec toi. Dans quelques secondes, c'est la pochette de Rap Attitude et le logo de Tommy Boy qui vont s'animer sous vos yeux. Quand tu pensais même pas y aller, il y habitait déjà. Le B-Boy Madness au plus haut degré. Solo est l'invité de Get Busy. Comment ça va, Solo? Ça va, bien. Juste avant de passer la parole à Cher, j'ai juste une petite question à te poser. Est-ce qu'il t'arrive encore de mettre des kawaii et des lunettes de soleil, des lunettes de ski, pardon, même en plein été? Ouais, ça peut. Voilà, et pour les gens qui connaissent surtout Solo par Assassin, pour les plus jeunes d'entre vous, Solo, c'était ça aussi avant. Belle démonstration de danse classique. Des beaux souvenirs? Ouais, carrément. Voilà. Surtout à ce moment-là, ouais, parfait. Comment tu découvres le hip-hop? À la télé, dans l'émission d'Alain Manval, Mégahertz, il me semble. C'était ça, ouais. Ouais. Le New York City Rap Tour, voilà. Le samedi après-midi, La Une est à vous, ou un truc dans le genre. Alors, le City Rap Tour, pour expliquer aux gens ce que c'était une tournée qui avait été organisée par Bernard Zecri, qui était journaliste actuel, mais qui vivait à New York à l'époque. Et ça regroupait tous les gens qui étaient des figures majeures du hip-hop, qu'on ne connaissait pas, parce qu'on connaissait un peu le rap à l'époque, juste avec Curtis Blow et Grandmaster Flash, mais sans savoir vraiment ce qu'était la culture hip-hop. Et donc ça réunissait les Rocksteady Crew, Mr. Freeze pour la danse, et après en graffiti, il y avait Ramelzy, Five Freddy, Futura 2000, et en DJ, il y avait DST et Afrika Bambaataa, si je me souviens bien. Ouais, donc, voilà. Exactement. Et effectivement, c'est la première fois à la télé qu'on a vu des breakers et où Mr. Freeze faire le moonwalk et tout ça, c'était vraiment une claque quoi, pour tout le monde. Quoi. Ben, et surtout, moi j'apporte une petite précision, c'est que c'est mandaté par Jacques Massadian, en fait, que Bernard Zecri a pris contact avec tous ces gens-là pour organiser un événement. Mais c'est Jacques Massadian qui vraiment avait pressé derrière son collaborateur. Le même Jacques Massadian qui sera à l'origine du Globo quelques années après. Exactement. Voilà. Ouais. Jacques Massadian, c'était un des collaborateurs de Jean-François Bizot actuel, je dirais quasiment même presque son bras droit. Voilà. Actuel, et Nova aussi. Je crois que c'est Massadian qui a fait venir Jamel Debbouze à Nova aussi. Exactement. Donc c'est quelqu'un qui a été très important dans notre culture et qui a été à l'origine de plein de choses essentielles. Quoi. Ah ouais, carrément. Le développement de cette culture en général, je pense qu'on lui doit beaucoup. Voilà. Alors c'est aussi un point qu'il faudrait peut-être éclaircir avec quelqu'un comme toi qui est là depuis le début, c'est que dès le début, le hip-hop, même si on veut toujours dire que ça vient de la rue, effectivement, et tout ça, ça aussi tout de suite a été la rencontre avec des bronchouillards, des branchés, pas spécialement des bronchouillards, des gens un peu comme ça, que ce soit à New York comme ici d'ailleurs. Effectivement, ben ça c'est un des aspects que... Alors moi je suis sur un projet en fait de livre et c'est un des aspects que j'essaye de creuser un petit peu, notamment par exemple rapport au mouvement punk.
Effectivement, c'est l'amalgame de différentes cultures qui amène au développement et à l'avènement, vraiment à la découverte au niveau mondial de la culture hip-hop. On en parlait dans l'intro, tu t'es retrouvé donc tous les dimanches à la télé pour danser avec Sydney. Comment, à 15 ans, 15-16 ans, t'avais ? Comment tu te retrouves dans cette spirale-là ? Déjà, premièrement, parce que je suis un traînard. Deuxièmement, parce que l'école, vraiment, je le sens pas. Que là, je suis orienté en BEP de comptabilité et que ça le fait juste pas. Mais par contre, il y a un truc qui le fait super bien pour moi, c'est d'aller voir ce qui se passe dans ce petit bout du film Flashdance, d'aller au cinéma mater ça, et donc après d'aller essayer, quels que soient les endroits. À l'époque, c'était l'esplanade Montparnasse, ou au Trocadéro, ou dans les Halles, ou sur les Champs. Et un jour, je suis allé au Trocadéro, et j'ai fait la rencontre qui a changé ma vie, puisque c'est ce jour-là que j'ai rencontré Franck le Breaker Fou et Scalp, et qui m'ont proposé de venir danser dans une émission avec eux. Voilà. Ça commence quand l'émission hip-hop avec Sydney et les PCB ? Janvier 84. Janvier 84. Donc quand on parle de l'émission d'Alain Manval, c'est fin 82 ? Ouais, exactement. 84. Comment en si peu de temps les PCB se forment ? Est-ce que les PCB sont formés avant l'émission ou spécialement pour l'émission ? Et comment en si peu de temps, parce que c'est 1 an et demi pratiquement, vous arrivez déjà à être un groupe de référence pour le breakdance ? Alors, je crois que ça tient aussi quand même beaucoup au fait que ça gravitait autour de Sydney. Sydney étant passé de l'Émeraude, ce club, à Radio 7, par Marie-France Brière, qui était à la direction, je crois, de Radio 7, qui après est passé à TF1 et qui a emmené Sydney dans ses valises. Les PCB, Paris City Breakers sont créés, je crois que tout ça, ça tourne un petit peu autour de Sydney. Moi, je ne suis pas là au tout début, mais dès que Sydney commence à rentrer dans cette histoire de hip-hop et cette culture, le frère de sa petite amie de l'époque, Scalp, était là, donc tout près de lui, et donc ça a amené à ce que, au travers des différents galas ou de ce qui était proposé à Sydney, il a monté, du moins ils ont décidé de monter un groupe de breakers. Voilà. Donc on rappelle les PCB originels, c'était toi, Scalp, Franck et Willy. Oui, et Nicolas par la suite, mais alors dans l'ordre, c'est plutôt Franck et Pascal, moi qui viens par la suite, en même temps que Willy, et encore après, celui qui est devenu vraiment mon frère de sol, Nicolas Noki. Qu'on a vu avec toi dans le petit extrait qui était une block party qu'il y a eu au Framboisin. Au Framboisin. Alors ça, c'est les Paris City Breakers, je dirais quasiment 2e, voire 3e génération, puisque là, à ce moment-là, certains ne dansent plus. En tout cas, Pascal, lui, est passé à la boxe. Et Franck, on ne se fréquente plus trop. Mais donc, moi, je continue à danser avec Nicolas. Et à ce moment-là, on intègre d'autres personnes pour continuer à faire évoluer le groupe. Et on intègre Flydy, Didier, et Jean-Marc Wilson, Jean-Marc Petit. Didier, c'est du Restart ? Non, c'est pas lui, c'est un autre. Flydy, qui était un petit peu avec les actuelles forces au début, mais en fait, on était tellement proches que, voilà, il nous a rejoints. Cette expérience de l'émission hip-hop qui a été vraiment un raz-de-marée, qui a duré très peu de temps, mais qui a marqué tout le monde, qui a lancé le hip-hop en France, tu l'as vécu comment de l'intérieur ? Super bien, parce que c'était un truc qui me mettait en avant, et je cherchais, je dirais, pas juste un moyen d'expression, mais un moyen d'exister. Et que d'être mis en avant de la sorte, c'était juste inespéré. Puis ça me permettait de penser à autre chose qu'aller faire des conneries. J'étais quand même un peu assez calé en la matière à l'époque. Et puis, ouais, perspective, quoi. Tout d'un coup, autre chose. Alors, perspective, mais je me souviens d'une interview de toi où tu disais que quand ça s'est terminé, c'était bien gentil, tu allais danser tous les dimanches à la télé, mais quand ça s'est terminé, tu t'es retrouvé avec rien, quoi. Pas de diplôme, rien du tout, et tu t'es dit, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ben, il faut quand même le temps de réaliser, voilà ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que je vais en faire ?
Et cette période-là, elle a été quand même assez rapide parce qu'entre gagner 500 francs pour 3 émissions et le moment où il n'y a plus rien qui se passe et donc tu n'es plus mis en avant, tu fais plus de galas et ainsi de suite. Parce qu'il faut quand même savoir que, ok, c'était 500 francs, 3 émissions, mais les galas qu'on faisait, c'était des galas où on pouvait gagner jusqu'à 15 ou 20 000 francs par gala. Et des fois, il pouvait arriver qu'on en fasse 2, voire 3 dans le week-end. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines, moi, à 17 ans, je gagnais 3, 4 fois, 5 fois le salaire de ma mère. Donc, tu penses que ça te ouvre, ça y est, t'es le roi du monde. À ce moment-là, est-ce que tu arrives à garder la tête froide ou quand même, tu vis dans un autre monde, tu es un peu déconnecté de la réalité? Déconnecté quand même de la réalité, c'est quand ça s'arrête que justement la réalité, là, la réalité, c'est assez violent quand même. Faut continuer. Le train de vie que j'avais, tout d'un coup, c'est plus la peine. Deux choses justement, après cette émission, donc, qui en fait dure très peu de temps en vérité à la télé, il y a 2 choses, c'est-à-dire d'une, et après, médiatiquement, ça disparaît complètement. Enfin, l'effet de mode disparaît complètement. Ouais. Donc, beaucoup de gens s'en vont en même temps. Il reste qu'un noyau dur. Et en même temps, on découvre un peu plus profondément ce qu'est le hip-hop. Parce que l'émission, elle avait quand même un côté un peu, pas clownesque, mais bon, c'était léger, quoi. Il n'y avait pas toute la profondeur qu'on pouvait comprendre dans la culture hip-hop après. Et ça, c'est pareil, tu l'as appréhendé comment, ça? C'est à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on s'est vraiment formé en tant que b-boy et où on a développé la culture et que ça a eu un sens pour nous. Ça lui a vraiment donné un sens. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu dis, cet aspect un petit peu clownesque où les jeunes qui font cette activité, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que non, c'est pas juste une activité. Nous, c'est un mode de vie. C'était très orienté aussi pour les enfants, le côté Smurf que tu pouvais retrouver dans le journal de Mickey, dans Pif Gadget, surtout, etc. C'était très basé, très figé sur la personnalité de Sidney, qui est ce qu'elle est, en bien comme en mal. Et au bout d'un moment, c'est vrai que c'était une image qui était un peu pesante pour le hip-hop, quoi, quelque part. Pour la culture, puisque tout était centré effectivement sur cet aspect-là, gentil, il est beau, il est gentil, et puis voilà. Avec casquette à l'envers. Voilà, clownesque limite. Mais c'est au moment où ça s'est arrêté, effectivement, cette émission, que ça nous a permis, nous, de nous ancrer réellement dans cette culture et surtout de la revendiquer et d'en comprendre réellement, vraiment, le sens profond qu'elle avait pour nous et la parole qui nous était donnée au travers de cette culture. Et à cette période-là, donc on est plutôt vers 86, on va dire, 85, 86. 85, même. Un peu après. Et même aux États-Unis, il y a quelque chose qui se passe aussi. Le rap est en train de changer un peu. Et on va diffuser un groupe qui a été sûrement très marquant pour toi. Ton groupe préféré? Quasi, ouais. Un groupe qui a changé la donne quand c'est arrivé, ça a fait comme Public Enemy, ça a rebattu les cartes. La totale. Déjà, le premier intérêt pour moi, c'est que c'est le groupe qui est direct arrivé avec le mélange rock et rap. Là où ça m'avait interpellé le plus, c'était ça, quoi. Rockbox, moi, je m'en suis pas remis, quoi. Et déjà, comme avant, ils avaient intégré, c'est le premier groupe aussi qui avait intégré le côté juste électro et rap. Boîte à rythme et rap. Rien d'autre. Juste la boîte à rythme et le micro. Et deux mecs très en place pour se reprendre la fin de l'autre et tout ça, quoi. Voilà. Alors, avec ces deux faits, déjà, moi, ça y est, j'étais... Et ça a été un tournant visuel aussi, Run DMC, parce qu'avant, à l'époque, Grandmaster Flash, les mecs s'habillaient comme les groupes de funk des années 70, alors qu'eux sont arrivés habillés comme des mecs de rue, réellement. Aussi. Et justement, à cette période, donc de l'après-hip-hop, tu es l'un des premiers mecs aussi de France à aller à New York régulièrement, avoir des connexions là-bas. Ça, c'est pareil. Quel souvenir tu gardes de tout ça? Écoute, moi, c'est un truc qui m'a vraiment formé parce que c'est là où je me suis vraiment plongé au cœur vraiment de la culture et que j'ai fait toutes les découvertes que j'ai faites, ne serait-ce que ce soit par rapport à la musique, comment la musique, c'était un truc transversal, qu'il n'y avait pas juste
le hip-hop et la musique rap et ainsi de suite, que ça allait, que j'ai découvert aussi toute la scène club new-yorkaise du milieu des années 80. Et ça n'a pas de prix, quoi. D'être allé dans tous les clubs mythiques, d'avoir croisé tous les DJ mythiques, d'avoir été dans les cabines de tous les DJ quasiment. Ça, pour moi, c'est incroyable. Et aussi d'avoir rencontré d'autres Français avec qui on partageait cette histoire de culture, notamment les IZB. J'ai un souvenir d'arriver au tunnel un jour à un anniversaire de la Zulu Nation. J'étais là, je crois. T'étais là? Oui. Où j'arrive dans la cabine. Ou 90 ou 91. Dans 89 peut-être, non. Oui, 89. J'arrive dans la cabine du DJ et je tombe sur les IZB. Que tu n'aimais pas à l'époque. Ah bah on n'était pas spécialement copains, c'était la compétition. Parce que justement, on s'était croisés à New York, parce qu'à l'époque, ça, tu avais été à New York pour faire devenir ingénieur du son. Ouais. Voilà, et je t'avais croisé, et après, j'étais avec eux, et on s'était revus quelques temps après, tu m'as dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fous avec eux, t'es pas comme eux. Enfin voilà, moi, Pour New York, l'anecdote. c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la découverte en profondeur et vraiment aux racines de la culture, quoi. J'en profite justement parce que tu parlais des AZB. Si les gens veulent se documenter un petit peu sur ça, on a fait un très bon Get Busy avec Angelo qui explique qui sont les AZB, etc. quoi. À côté de ce que tu as fait dans le hip-hop, tu as aussi une petite carrière de mannequin. Ouais. Ben, surtout, c'est le hip-hop Qui t'a amené à ça? qui m'a amené à ça. En fait, le fait d'être exposé au travers de l'émission, ça m'a apporté des connexions qui font qu'on m'a proposé de pouvoir faire des photos et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a ouvert vraiment à autre chose que ce à quoi j'étais destiné. Et notamment, la première campagne qui m'a, moi, téléporté, la campagne Benetton, qui a été la première campagne mondiale que j'ai faite, quoi. Où je me retrouvais, j'étais partout, que ce soit à Tokyo, New York, Los Angeles, j'étais partout, en fait. Justement, tout à l'heure, tu disais que quand tu as commencé, tu étais môme et tu gagnais 4-5 fois le salaire de ta mère en un week-end. Là, justement, tu commences à avoir une exposition médiatique, tu es affiché dans Paris, enfin à la Défense en l'occurrence. Ouais. C'est quoi la réaction de tes proches, vraiment tes proches, ta famille, hein, je ne te parle pas de tes potes parce qu'ils voient un petit peu, mais justement ta mère qui te dit mais dans quelle dimension il est mon fils, quoi. Ben, je crois que ma mère, elle n'y croyait pas trop et il y avait une certaine défiance. C'est genre, oui, tout ça c'est beau, mais quand ça va retomber, tu vas voir, tu vas ramasser. Et elle avait raison. Entre autres. Mais L'expérience sinon... de l'âge. Comment? L'expérience de l'âge. Ouais. Mais après, c'est ce qu'on en fait aussi. Et comme on est ce que l'on pense, effectivement, si tu penses que tu vas te ramasser, il y a de fortes chances que tu te ramasses. Mais si tu y crois et que tu développes les choses et que tu as foi en ce que tu fais et que tu as un minimum de vision, tu peux t'en sortir. Donc je pense plutôt que c'était la manière d'aborder les choses qui a fait que je me suis ramassé, plutôt que vraiment les faits et comment les choses se passaient. J'ai toujours été, je pense, d'une certaine manière protégé et porté au travers de toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Et même à ce moment-là, je pense qu'il y a quand même de super belles choses qui se sont passées. Cher parlait justement, on était en train de parler de ta petite carrière de mannequin. J'en parlais en introduction du logo de Tommy Boy, c'est un peu codé de façon de parler, mais juste pour expliquer aux gens, le logo de Tommy Boy, qui est un label de rap US des années 80, ça représente 3 b-boys en train de poser. L'un d'eux, c'est toi. Alors, oui. Et beaucoup de gens ont pensé qu'en fait, le logo venait de cette photo, alors que c'est le contraire. C'est le logo qui a été fait par Hayes, et après, ils ont repris ce logo pour en faire une photo, pour pouvoir l'exposer sur la pochette. Et il y a eu aussi une anecdote qui, moi, m'a marqué. Quand j'ai su que vraiment c'était Hayes qui avait fait ce logo, je me suis intéressé encore plus à son travail. Et à me rendre compte que c'était lui qui avait fait quasiment tous les logos. Tous les plus gros logos du hip-hop, logos. c'est Def Jam, Public Enemy, Mais même, LL Cool J, PMD. Oui, tous. Mais aussi le logo MTV. Donc je me suis dit, tiens, quel est le travail de ce mec-là? Et je me rends compte qu'en fait, c'est lui, du moins c'est lui, j'ai pensé qu'il s'était inspiré du logo qui était derrière la pochette de l'album Zenata Mundiata de Police. Parce que si on regarde, en tout petit, il y a 3 petits Indiens en train de danser dans ces mêmes positions-là. Et je me suis dit, tiens, ça se trouve, il s'est inspiré de ça, il était déjà en train de faire du sampling et tout. Et je lui ai envoyé un message et il m'a répondu en me disant non, pas du tout, et qu'il avait même jamais remarqué. Voilà.
On parlait de ta connexion avec le rap aussi, parce que on parlait de New York. T'es apparu dans les années 80, fin des années 80, début 90, je crois, sur un maxi qui avait été fait avec tout un collectif de rappeurs américains. Un maxi en opposition à l'apartheid qu'il y avait en Afrique du Sud à l'époque. Je crois que c'était mené par X-Clan, il me semble, ce maxi coordonné. Et tu es dessus avec Lucien, vous êtes les deux rappeurs français sur cet album, quoi. Sur ce maxi, pardon. Bah, ça, c'est les connexions que j'ai toujours eues avec ces gens du Bronx, que ce soit Bambaataa ou tous les autres qui gravitaient autour, surtout Jazzy J, Red Alert, voilà, tous ces gens que je fréquentais. Que fut un temps, tu étais The Looking aussi en France. Ouais, ça n'a pas duré très longtemps, mais oui, c'est ces connexions-là qui, en fait, un jour, je reçois un coup de fil de Jazzy J. Bon, voilà, on est en train de faire ce truc, on enregistre à tel studio, à tel endroit. Est-ce que ça te dit on aimerait bien que tu sois dessus. Je dis, ouais, pourquoi pas. Voilà, je viens, j'écris mon truc sur place et voilà. À quel moment tu abandonnes la danse et tu te consacres vraiment au rap, à la musique parce que la danse, c'était quand même ta passion première. C'est un domaine où tu as vraiment brillé, en plus, réellement. À quel moment tu dis la danse, c'est parce que, bon, c'est trop vieux, t'en as fait le tour, t'as besoin d'autre chose? Y a de ça, et il y a aussi quelques petits épisodes, dont un qui m'a quand même assez marqué. On dansait au bain, parce qu'on allait souvent dans cette boîte après les enregistrements de l'émission. Et un jour, un été, j'étais là en train de danser au bain et les Black Panthers qui étaient là, il y en a quelques-uns dans leur troupe qui, quand on s'est mis à danser, se sont mis à nous jeter des pièces. Et là, moi, ça m'a un peu vexé. Je me suis dit, bon, en fait, voilà, pour les gens, on reste que des clowns. Donc, moi, je vais trouver quelque chose à faire pour leur prouver que c'est pas que ça. C'est le même épisode qu'avec NTM, qui les avait croisés dans le métro. Et en l'occurrence, c'était Johnny Go qui les avait pris de haut. Et ils se sont dit, tu vas voir, nous aussi, on va rapper, tu vois, et tu vas voir. Eh ben, ouais. Même genre de truc. Et puis aussi, effectivement, je me disais que j'étais un peu allé au bout de ce que j'avais à faire avec la danse, puisque faut quand même savoir que on était allé défier des mecs un petit peu partout en Europe, par groupe séparés. Hein. Mais par exemple, je me souviens être allé à Londres avec Nicolas, où Joey, qu'on avait intégré au groupe, nous avait rejoints. On est allé danser au concert de Grandmaster Flash. On a défié tous les groupes londoniens de l'époque, les London All Stars, Live to Break, et ainsi de suite. Je suis allé en Suède aussi danser. Nicolas, lui, est allé en Italie avec Joey et d'autres gars. Donc, à un moment, je me disais, bon, ça y est, là, j'ai fait le tour. Donc, qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et j'ai un peu le sentiment que, effectivement, la danse, on nous prend pour des clowns où on n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Et tout le truc qui, pour moi, était la suite logique, c'était de me lancer dans la musique, quoi, et d'essayer de comprendre déjà comment est-ce qu'on faisait cette musique et qu'est-ce que je pouvais faire dans cette musique. En parlant de danse, de défi et de rap, moi, j'ai souvenir d'un défi avec entre toi et un autre rappeur au terrain vague de la Chapelle. Contre Joël de Timide et sans complexe. Ouais. On fait petit dédicace à Doudou au passage. Et je me souviens de cette battle où tu étais arrivé au terrain. Tu avais une Minerve à l'époque. Ouais. Tu avais une Minerve, tu es arrivé. Bon, c'était pour le style ou il t'avait quelque chose? Ça pète la tête aux pieds et je crois que Joël il t'avait chambré sur ta Minerve ou je sais pas quoi. Et puis c'est parti en défi sur le petit bout de carrelage qu'il y avait. Le petit bout de carrelage qu'il y avait à côté des platines. Ouais. Et ça a vite tourné au fait que, en fait. Il voulait que je retourne à chaque fois danser, alors que la phase qu'il venait de faire n'avait pas mis à l'amende la phase que moi j'avais faite. Donc j'étais là genre, mais mec, si tu mets des trucs qui me mettent à l'amende, je veux bien retourner danser, mais sinon c'est pas la peine. Ça s'est mal fini après. Ça s'est mal fini parce qu'il a voulu en venir aux mains. Ouais. Et dans la manière dont il a voulu en venir aux mains, ça allait pas se passer, je pense, vraiment bien pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher un bâton avec des clous. Bon, enfin... C'est une bonne ambiance, quoi. Ouais, voilà, la bonne ambiance terrain vague d'une certaine époque, oui, effectivement. Pour revenir au rap dont on parlait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore, mais on va leur expliquer. Tu es un des membres fondateurs d'Assassin, noyau dur, avec Squad Fly D et après Clyde. Je sais que tu décris souvent la formation d'Assassin comme la rencontre d'un gosse de banlieue et d'un gosse de riche, la rencontre improbable en tout cas.
Alors non, pour moi c'est pas vraiment ça, c'est plutôt ma volonté à moi de rassembler, peu importe l'endroit d'où tu viens ou ce que tu es censé représenter. Donc c'est pas juste un gosse de banlieue et un gosse de riche, c'est si on est potes et que ça le fait, voilà, moi je vais profiter de l'énergie que j'ai à partager pour faire en sorte qu'on puisse faire un truc voilà, qui vaille le coup. Et par exemple, à l'époque, c'était tout un crew en vérité. C'était pas juste Squat et toi, c'est-à-dire même avec NTM, ça c'était un peu la même équipe au début. C'était un peu plus d'autres gens qui gravitaient autour aussi dans le tag, dans le graffiti. C'était un peu la première division du hip-hop parisien, quoi, on va dire. On peut voir ça comme ça. Moi, je pense qu'il y avait effectivement différents clans et que c'était vraiment un truc d'énergie. Et que chaque clan avait son énergie, mais que mon clan, puisque moi j'estime un peu que c'était quand même un peu... j'étais au centre du truc et voilà, on était vraiment soudés et on était prêts à tout pour développer cette culture et en tout cas en faire quelque chose de central et d'incontournable. Assassin a été un des premiers groupes vraiment carrés, quoi. Il suffit d'écouter Rap Attitude qui reprenait un petit peu, c'était une compile sur toute la scène rap française de l'époque. Tu es sur la pochette d'ailleurs. Il suffit d'écouter ça pour voir que Assassin, c'est vraiment le groupe le plus près, carré, qui savent faire un morceau, qui savent le structurer, etc. Il y avait Ayam aussi à l'époque. Mais... Et après, même tout de suite dans la lancée, le premier maxi d'Assassin avec Mon nom sur ta liste, Je glisse, tout ça. C'est fondateur. C'est une pierre angulaire du rap français, quoi qu'on en dise. C'était, à l'époque, avec Ayam, je pense que vous étiez les deux groupes les plus en avance à ce moment-là, ou les plus près. Ben, alors moi, je dirais que le groupe le plus près, à mon avis, c'était Ayam, oui. très clairement. Ça, on l'a su après avec la cassette, quoi. Mais... oui, et ça, c'était quand même déjà avant Rap Attitude. Donc, il n'y a même pas à discuter. Justement, parce qu'en plus, la petite histoire, je crois que c'est Squat qui a fait tourner la cassette sur Paris, qui l'a fait découvrir aux gens. Quand vous l'avez reçu, vous êtes pris une baffe, ça vous a dit, attends, il faut qu'on enclenche la seconde, parce que là, ils nous ont mis une baffe, ou... Ah ben, très clairement. En fait, tout ça, ça vient du cousin de Squat, Yvan, qui connaissait Akash. Le dentiste. Ouais, voilà, le pharmacien. Qui connaissait donc les gens d'Ayam, le groupe, et qui, quand ils sont descendus à Marseille, a fait en sorte qu'ils se rencontrent. Et les gars de Ayam, parce que moi j'étais pas là, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont donné une ou deux cassettes à Didier, Joey et Tosqua. Et eux sont remontés avec. Et quand ils sont remontés avec, effectivement, ça a été le raz-de-marée. Tout le monde s'est fait des copies, c'est parti dans tous les sens. Et en fait, on était estomaqués du niveau que les mecs ils avaient mis dans ce qu'ils avaient fait. C'était les premiers à avoir utilisé des samples, à avoir vraiment produit leur truc, quoi. Ils avaient un projet abouti. La cassette s'appelait Concept, effectivement. Oui, c'était un album concept. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de titres qui sont retrouvés sur Planète Mars, ensuite leur premier album officiel, et que je trouvais même mieux sur la cassette que sur le premier album. Et surtout, je pense que ça nous a tous inspirés. Et ça a surtout été servi de locomotive à tout le monde de vraiment se mettre au boulot. Ils avaient mis la barre, voilà, le plus haut possible pour le rap français de l'époque. Et je pense que c'est ça qui nous a tous tirés vers le haut et ça a mis un gros coup de boost, quoi. Très clairement. L'aventure Assassin, ça s'arrête pour toi début des années 90 à peu près 94 et 94. T'es un peu le Bon Scott d'Assassin, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'albums faits sans toi. Pourtant, quand on parle Assassin, c'est solo et Squat. Bah, soyons honnêtes, Assassin, c'est quand même un projet qui sort de ma petite tête. Le fait de dire qu'on va se mettre à faire du son ensemble et ainsi de suite, au début, c'était dans le sens large, puisque même le frère de Tosqua était de la bande, Vincent, aussi notre ami Sign qui faisait des tags et ainsi de suite. C'était plus un truc de pote, mais celui qui a vraiment décidé que tout d'un coup, on allait resserrer les énergies pour en faire quelque chose de vraiment de viable et produire des trucs, c'est quand même moi. Et c'est moi qui suis allé chercher les uns et les autres. Je pense que Tosqua, dans son coin à faire le truc, même s'il écrivait et qu'il avait envie, je vois pas avec qui il l'aurait fait. Mais moi, je suis la force de proposition et aussi, c'est moi qui rameute, c'est quand même moi qui décide. Tu étais quand même la vitrine parce que, à cette époque-là, Squat était un peu dans ton ombre, on va dire. Un peu. Un peu. Et, mais il y a toujours comme ça dans un groupe, au bout d'un moment, où il y en a un qui va plus vite.
en termes d'écriture, en termes de flow. Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti quand même que Squat allait un peu plus vite que toi? Ouais, mais très clairement. Mais après, c'était beaucoup plus dans la manière dont les choses étaient faites. Et pour moi, ce qui était l'intérêt de Assassin, et qui a toujours été l'intérêt d'Assassin à la base, même quand j'ai décidé de rapper avec lui, c'était la complémentarité. Et moi, j'étais par exemple beaucoup plus branché sur la musique et sur comment est-ce qu'on aboutissait les choses. Et lui, effectivement, c'était l'énergie pure, la locomotive au niveau du rap. Mais c'était notre complémentarité qui faisait qu'on en arrivait là. Et à un moment, j'ai vite compris qu'on avait besoin d'autre chose encore. Et cette autre chose, c'était d'avoir quelqu'un comme Clyde. Et c'est aussi une réflexion de ma part de me dire, bon voilà, il faut trouver qui peut vraiment prendre cette place-là dans le groupe et apporter ce qu'on n'arrive pas à faire. Parce que moi, même si je faisais les scratchs par-ci, par-là, dans la formule secrète, c'est quand même moi qui fais une partie des scratchs et Clyde qui fait l'autre partie. Voilà. Donc, voilà. Clyde qui a été le DJ d'Assassin et qui a été le premier mec à sortir des mixtapes en France. Ouais, exactement. Et qui, à la fin, quand il a eu quitté Assassin, est devenu le DJ de NTM et qui a produit la majeure partie de l'album Paris sous les bombes. Où tu as une prod d'ailleurs. Où j'ai une prod aussi. Sans trop rentrer dans les détails, qu'est-ce qui fait que tu pars d'Assassin et comment tu le vis à ce moment-là? Bon, je l'ai déjà beaucoup dit, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on n'est plus trop en accord avec le discours qu'on a vers l'extérieur et les rapports qu'on a à l'intérieur du groupe. Voilà, donc au bout d'un moment, et il y a une forme d'immaturité aussi de ma part dans la capacité de gérer ça, émotionnellement parlant, entre nous tous. Et donc, moi, j'ai souvent tendance, quand vraiment ça le fait pas, je fous tout en l'air. Et tout foutre en l'air, c'était de dire, bon, je me casse. On s'était vu une autre fois et tu nous avais dit qu'avec le recul, tu regrettais ce départ. T'aurais pas dû partir, t'aurais dû rester et te battre, entre guillemets, pour peut-être imposer ta vision ou... c'est... Enfin, tu disais que tu regrettais d'être parti d'un truc que tu as quand même fondé, quoi. Ah vu que l'idée sort de ma petite tête, oui, au bout d'un moment, c'est ce que j'ai pensé. D'avoir trouvé le nom, d'avoir donné l'énergie qui nous réunissait tous, d'avoir cherché les uns et les autres pour vraiment construire quelque chose, et puis au bout d'un moment faire je m'en bats les couilles et tout foutre en l'air. Non, c'est pas très intelligent et pas très constructif, non. Effectivement. Je suppose que la période qui a suivi a été un peu difficile pour toi. Donc, clairement. Il fallait digérer tout ça. Ouais. T'as continué à regarder un œil et une oreille sur ce qu'il faisait ou c'était trop te demander à ce moment-là? Non, c'était même pas trop me demander, mais c'est que juste ça me représentait pas et que il y a quelque chose qui est de l'ordre de je sais d'où je viens et je sais le cheminement que j'avais envie d'avoir et il y a quelque chose qui est de l'ordre des énergies qui vont en sens contraire. Il y en a un qui se crédibilise ou recherche une forme de crédibilité dans la rue et l'autre qui veut s'en extirper. Donc, il y a ça me rappelle un autre groupe. Enfin bon, pardon. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne parle pas le même langage à un certain moment. Juste, c'est tout. Ben là, je propose qu'on regarde ce qu'a été votre réunion très éphémère, le temps d'un concert à l'Olympia. Le métaphysicien de l'écriture est en action. De Paris 18e, je t'envoie cette nouvelle potion. Ton contre dans cette rythmique des plus poétiques. Ton corps s'enflamme sur chaque base de ce beat. Mets-toi à l'aise et sois prêt à bouger. Car l'impérial est là pour te faire danser. Le plus hardcore de toute la partie nord. Passe et repasse, puis s'évapore. Donc écoute-le, prête attention. Oui. Absorbe cette leçon, bois cette potion. Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux. Car quand je prends la parole, ça n'est plus un jeu. Il y a eu une autre réunion au New Morning. Vous avez refait ce morceau tous les deux. Oui, monsieur. D'accord. Tu voudrais que je te fasse voir le film? Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tout est digéré, ça peut se faire? Ou est-ce qu'il y a même une idée de reformation possible? Après l'Olympia? Oui. Il y a eu une idée de quelque chose à faire. Et aujourd'hui, non. Ça t'intéresse plus? Je l'ai aussi souvent répété, avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Donc après... toujours une bonne idée, le réchauffer en plus. Excuse-moi. Ça dépend, hein. Tu sais, on dit que la pizza, le jour d'après, elle est meilleure. Le couscous aussi, mais c'est un autre débat.
Après, tu continues dans la musique, tu fais des prods, donc tu as fait des prods notamment pour NTM. Et tu as aussi produit Polo, Panne Sèche, qui a fait son petit chemin aussi. Tu as fait des trucs en solo aussi, Cauchemar sans fin. Ouais, très peu. Lyrics de Furieux. Mais c'est des trucs qui ont marqué quand même. Ben, on va dire que c'est comme ça que j'essaye de traverser le temps, c'est de faire des choses qui soient marquantes. C'est pas la quantité, mais la qualité. Et des fois, c'est plutôt le contraire. Il vaut mieux en faire beaucoup moins, mais... Comment ça se fait, par exemple, que tu n'as jamais construit. fait un album solo derrière? Le solo de solo, ouais, ça fait un peu redondant quand même. Ben parce que je pense que j'en étais pas capable, j'en avais pas la capacité. Tu te sentais pas à partir pour une quinzaine de titres, en retenir 12, travailler là-dessus? Est-ce que c'est pas le problème de ta vie, ça, un peu? C'est-à-dire d'être toujours l'initiateur, de servir un peu de rampe de lancement, même de cautionneur aux autres, et puis finalement d'être celui qui reste sur le bord de la route. Ben, tu sais ce qu'on dit, hein, c'est souvent le cordonnier le plus mal. Je sais. Voilà, donc... Parce que tu es aussi un peu au départ des premières maquettes d'NTM. Ouais, je pense qu'on on les a inspirés à avoir cette énergie c'est possible. Mais je crois concrètement, même les premières maquettes ont été faites chez toi. Le premier morceau que Joey ait jamais enregistré, c'est moi qui lui ai produit. Et qui s'appelait d'ailleurs Authentique. Voilà. Hein. Tu as fait, donc on en parlait aussi dans ton portrait, tu as coordonné la BO de la haine, qui a été quand même un gros projet, puisque tu as dû coordonner Express D, IAM, Daddy Naughty, entre autres. Assassin qui est dessus aussi, mais eux, ils avaient amené un morceau tout fait. Concrètement, c'est quoi le taf quand tu coordonnes comme ça une BO avec autant de groupes? Alors, on peut recadrer. Alors, on m'a donné le titre de coordinateur artistique et ainsi de suite. Moi, je dirais, je me suis plus senti comme vraiment un DA, un directeur artistique de ce projet. L'idée, c'est une idée qui a germé entre Mathieu et moi, le réalisateur du film et moi. Et moi, j'avais le network, le réseau qui permettait de pouvoir aboutir ce genre de projet. Une amie de longue date, puisque je la connais depuis l'émission Hip Hop, puisqu'elle en était productrice, Laurence Touitou, qui était à la tête de Label. Je lui expose l'idée, elle me dit pourquoi pas. J'organise une rencontre entre Mathieu, elle et le producteur du film. Tout se goupille. Après, je propose une short list de groupes pour justement être le corps de ce projet, et je demande aux uns et aux autres si ça les intéresse. Voilà en quoi ça a consisté. Et après, juste vraiment de faire en sorte que musicalement, ce dont on avait besoin pour que ce projet soit vraiment fort et porteur, qui est réellement ce contenu. Et c'était juste de faire du suivi, quoi. T'as pas eu de trucs de genre qui t'ont dit, parce que les égos, on sait comment c'est un peu un combat de coq des fois, le hip-hop, t'as pas eu d'égos qui t'ont dit, ah non, si un tel il est dessus, moi, ce sera pas la peine. NTM devait être sur la compile de la haine, et puis finalement, ils n'ont pas été. Pourquoi? Parce que c'est de ma faute, parce que c'est moi, en fait, qui n'ai pas été à la hauteur du morceau que je leur avais proposé. Parce que moi, je me souviens qu'il m'avait présenté ça comme quoi il cautionnait pas Kassovitz, il voulait pas être sur son film. Non, non, j'avais fait une prod qui était Les menteurs. Une prod de tuerie. J'avais fait un truc, un des morceaux, je pense, que j'avais produit à l'époque, qui allait un peu dans le même sens que Natural Born Killers de Dr. Dre. Et malheureusement, j'ai pas réussi à poser ce que j'avais à poser. Didier et Bruno avaient commencé à poser leurs trucs et ainsi de suite, et moi vraiment j'y arrivais pas. Et à un moment j'ai jeté l'éponge. Mais sinon on avait prévu de faire ce morceau ensemble. Et c'était ça la cerise sur le gâteau, ça aurait été ça, quoi. C'est pareil, parce que tu dis que tu te sentais pas de faire un album solo, etc. Mais tu faisais des prods et t'as pas cherché à en placer à droite, à gauche? Ben, j'étais pas prêt à en donner à tout le monde. D'accord. Donc si tu faisais pas partie de mon... Fallait le mériter, quoi. C'est pas ça, mais j'avais un peu ce côté d'égo de me dire fallait que tu sois à la hauteur de ce que j'allais te proposer. Ok. Tu parlais de ton pote Mathieu, tu as apparu dans plusieurs de ses films. Le cinéma, c'est pas quelque chose qui t'a intéressé plus que ça en tant qu'acteur? Si, mais après il faut avoir les opportunités.
Et les opportunités, j'en ai pas eu autant que ça. Et après... T'as pas été les chercher plus que ça non plus. J'ai essayé, mais pas non plus... je me suis pas dépouillé comme je me suis dépouillé, par exemple, pour le rap. Donc ton rôle le plus marquant, ça restera dans le Lyonnais, c'est ça? C'est vrai, je peux pas montrer les extraits parce que c'est grand. Allez le chercher sur Internet, le Lyonnais. Le Lyonnais, l'épisode s'appelle Tiger, qui a été réalisé par... Mais je comprends d'ailleurs même pas pourquoi on rigole et pourquoi tu te moques, parce que c'est pas si naze que ça, quoi. C'est super naze. Arrête, c'est super naze de ouf. Tout est naze dedans. L'histoire, elle est naze, le jeu, il est naze. Non, c'est méga naze. Ouais, surtout, c'était la première fois où non, mais c'est marrant. On a essayé d'être dans ce genre de délire. Et tu joues dedans, Joey Star joue dedans, Squad joue dedans, Marco Prince joue dedans. Guillaume Depardieu joue dedans. Et le mec qui avait réalisé ça, c'était Cyril Collard. Le réalisateur de Nuit Fauve. Je vous conseille de voir ça. Tout est ontologique, quoi. Voilà. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'au casting, ils ont pris les meilleurs pour faire ça. Exactement. Voilà. Et ben on va s'écouter un solo de solo. On va s'écouter Lyrics de Furieux, tiens. Tiens. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, sachez qu'en tant qu'MC, je n'aime que ce qui flagelle l'esprit, comme un bon ange de Sensi. Pas de faux flow à l'eau de rose, ni de bad boy fiction, mais tout ce qui pousse à la réflexion à haute dose. Rien à foutre de plaire à tel ou un tel, ce que je pense le crash pêle-mêle, sans chichi sur les décibels. Ça saoule les uns pour qui je ne suis qu'un chien qui fait le beau, les autres savent bien qu'un ex-assassin ne peut renier son destin. Donc balance n'importe. Un grand renfort de métaphores qui choquent au callback les porcs, qui veulent nous offrir un rap ou nous voir morts. C'est pour contrer ces deux que j'ai fait vœu d'être ardent comme l'huile sur le feu et d'envoyer que des lyrics de furieux. Des lyrics de furieux. Ancienne enfant star des internets, petit ange numérique parti trop tôt, il nous a rejoint. Freeworker. Bonjour messieurs. Comment ça va? Ça va très bien. On vient donc de s'écouter Lyrics de Furieux avec un solo qui est à la prod, au lyrics. Ouais, partout. 100% solo. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Philippe Zdar, Feu, notre ami, pour ce qu'il a fait, puisque c'est lui qui a mixé ce maxi dans son ensemble. Et qu'en plus, il a refusé d'être rémunéré pour ça. Donc vraiment un grand bonhomme. Merci Philippe. Après tout ce que tu as fait dans le hip-hop, maintenant tu as une nouvelle passion qui prend beaucoup de ton temps, c'est le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Alors, pourquoi ce sport-là en particulier et pas un autre? Et qu'est-ce qui te motive encore? Parce que tu fais des compétitions à niveau international. Est-ce que c'est un peu dans le même esprit avec lequel tu as abordé la danse, tout ça à l'époque, ce besoin de compétition, de défi? Ouais, et de me dépasser. Mais surtout, ce qui m'y a amené, c'est l'efficacité. Quand je regardais les premiers UFC et que je voyais... Rosy Gracie, j'hallucinais, quoi. Comme j'avais déjà fait un peu de judo étant jeune, voilà, tout de suite, je me suis dit, ça c'est parfait. Et en plus, comme j'étais quand même assez âgé, je me disais, c'est bien, c'est le truc qui évite de se ramasser plein de coups dans la gueule, mais qui fait que tu peux quand même bien mettre les autres à l'amende, si tu le fais bien. Et tu le fais plutôt avec du succès, parce que si on suit par exemple ton compte Instagram, tu es souvent sur les podiums. Est-ce que cet art martial, tu pourrais un jour dire ouais, je laisse tout tomber, je balance tout en l'air? Ça n'a pas l'air la même chose que le rap ou la danse par exemple? Bah, déjà, j'ai plus le même âge. Donc, effectivement, c'est pas genre je vais tout jeter en l'air. Non, là, je le fais. Et pourquoi je le fais de cette manière-là? C'est que j'essaie de me construire un palmarès qui va faire que quand je déciderai d'être juste dans la transmission, d'être crédible. Donc, voilà, je lâche pas. Toi qui as formé Bruce Lee, Alors, actuellement, puisque tu enchaînes plusieurs choses, plusieurs projets, actuellement, tu es en train de travailler sur quelque chose qu'on peut appeler ta bio? Alors, je ne sais pas si on peut dire ma bio, parce que c'est ma petite histoire dans la grande histoire, surtout de la culture hip-hop. Mais oui, je suis en train d'avancer sur un livre qui raconte un petit peu ce qui m'y a amené, le pourquoi du comment, et surtout ce que j'y ai vécu. Ce que j'y ai amené, mais surtout ce que j'en ai retiré aussi, beaucoup. Ce serait prévu quand, la sortie? Écoute, je peux pas te dire, parce que là, vraiment, c'est plutôt... Je suis encore on the making, comme on dit. J'ai encore vraiment les mains dans le cambouis. Et de trouver de bons angles, d'aborder certains aspects. Je suis plutôt là, à cet endroit-là, en ce moment. Et sans s'avancer trop, ça sera un bouquin purement écrit, où il y aura aussi de l'iconographie, des archives Je pense plutôt écrit.
C'est un projet qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus grand où justement on partirait aussi sur un docu et peut-être quelque chose de l'ordre d'une fiction, ou une fiction docu ou quelque chose dans ce genre-là. Alors bien évidemment, bien séparé, le livre, ce qui serait de l'ordre d'un docu, et aussi un autre projet qui serait de l'ordre d'une fiction docu ou quelque chose. Basé sur le livre. Basé sur mon histoire, ou en tout cas au centre de tout ça, ouais. Voilà. Bon, bah rendez-vous en 2021, 22. Qui sait, effectivement. Il n'est pas venu pour rien, le Messie du Mekong. Jamais pour rien. Il est venu avec quelques petites chroniques. Ouais, je suis pas venu pour rien. Je suis client, moi. Je sais pas si je vais continuer à venir pour rien. Bon, bref. On va commencer par Circles, qui est en fait l'album posthume de Mac Miller. Posthume parce que Mac Miller, vous le savez tous, est décédé en 2018. 14 mois après son décès, la famille du rappeur de Pittsburgh avait annoncé la sortie de cet album. Un album qui avait été enregistré à peu près dans le même temps que son précédent, qui était Swimming. Et c'est plutôt intéressant parce que, vous savez, Mac Miller a des hauts et de bas, et beaucoup de bas, notamment avec la drogue dont il est mort. Donc c'est quelque chose, sans mauvais jeu de mots, quelque chose d'une grande profondeur en rebond avec son dernier album Swimming. On parlait de Solo et sa petite histoire dans la grande histoire du hip-hop. En voilà une autre, Time Bomb de Kamal Haussmann. Alors Time Bomb, c'est évidemment le label de rap français dans lequel on a retrouvé les X-Men, on a retrouvé Booba et Ali, Oxmo Puccino, entre autres. Ça, c'est la biographie d'un des acteurs de ce label, qui étaient les Jedi, puis les Ghetto Diplomates, puis la famille Haussmann. Ça s'appelle Time Bomb, ça ne parle pas que du label Time Bomb, lui en a fait partie, mais la bombe à retardement, c'est aussi lui. Voilà, c'est un gars qui découvre le hip-hop à 13 ans, un petit peu en même temps que la délinquance et les business illicites, comme on dit. Et qui découvre l'ingratitude de Armel. Et du coup, qui finit quand même par s'en sortir. Alors, l'avantage de ce genre de truc, c'est que souvent, c'est très mal écrit, et là c'est pas le cas, ça se lit vraiment très bien comme une bonne histoire en fait. Voilà, ça s'appelle Time Bomb de Kamal Haussmann. Solo, ça t'intéresse? Ah ouais. Je te le fais à 10 €. Tiens, tu vas manger une clé et un étranglement, fais gaffe. Je suis chaud, je t'ai dit. On continue avec un autre disque, celui de... Alors, moi, je l'appelle T3, mais en fait, c'est T3, qui est en fait le dernier membre fondateur, toujours en activité au sein de Slum Village. Vous savez, le groupe de Détroit auquel appartenait notamment J Dilla. J Dilla est parti en 2002 pour ensuite décéder en 2006. T3, il porte à bout de bras, et peut-être depuis trop longtemps, Slum Village. Il a décidé de se lancer en solo 20 ans après, plus de 20 ans après ses débuts, avec un EP qui s'intitule Mr Fantastic. Évidemment, on va retrouver des codes de Détroit, mais ce nouvel EP, c'est vraiment le premier EP du reste de sa vie, et ça mérite d'être écouté. Mais en fait, je me rends compte que tu es venu faire la rubrique nécrologique. Un petit peu de musique avec du jazz funk qui vient de Lille. Ouais, mais ça existe. The Headshakers qui sort leur deuxième album. Alors ça, c'est du jazz funk plutôt très électrique, bien inspiré par Frank Zappa. On a aussi des bons gros riffs à la Rage Against the Machine. Voilà, c'est très électrique. On a une reprise de I Want You Back des Jackson 5 qui est assez déroutante. Pas du tout électrique, justement, pour le coup, un peu plus cool. Voilà, c'est conseillé. Il y a aussi un feat avec Fred Wesley. Fred Wesley, le trombone mythique de James Brown, son directeur artistique pendant des années. Et ça tombe bien qu'on parle de Fred Wesley, de James Brown, pardon, parce que Martha High, une des choristes de James Brown, longtemps dans son ombre, puisque c'est elle qui fait les chœurs, par exemple, sur The Payback. Martha, qui n'avait rien sorti avec James Brown et qui a dû attendre quelques années avant d'avoir une vraie carrière. Elle a fait des trucs un petit peu bizarres dans les années 70 sur Salsoul Records. Puis après, elle a fait des trucs avec les Shaolin Temple Defenders, un groupe de Bordeaux. Ensuite, on l'a retrouvée avec Osaka Monorai. Et là, ça fait 2 fois qu'elle collabore avec Luca Sapio, qui est un Italien. C'est pas très grave. Et donc là, c'est le deuxième album, et c'est quelque chose qui lui va plutôt bien. Voilà, c'est une soul un petit peu organique, assez dépouillée. Et puis voilà, c'est très propre parce que Martha High a toujours pris soin d'elle, de sa voix. Donc c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher des fois. C'est Martha, lâche un petit peu la pédale, ce sera mieux pour le funk et la soul. Et pour finir, je voulais présenter le dernier projet en date de Monsieur JL. Alors Monsieur JL, qui c'est un rappeur pas vraiment connu du grand public, même pas du tout. C'est un peu un homme de l'ombre qui sort des projets au compte-gouttes quand il en a envie réellement, qui est vraiment ce qu'on peut appeler du rap d'orthodoxe, comme dirait Akhenaton. Mais donc voilà, qui est vraiment basé sur le texte. Alors au prod, c'est DJ Sec. DJ Sec qui était donc un peu avec Time Bomb aussi, et surtout avec les Little MC
plus avant encore. Donc voilà, donc Monsieur JL, c'est quelqu'un qui mérite qu'on se penche dessus, qui est un peu atypique dans le paysage du rap français d'aujourd'hui, mais qui est pas moins intéressant et qui a toujours des textes bien écrits. Ben voilà, c'était Get Busy, c'est Don The, épisode 5, avec Free Worker, Monsieur. avec Cher, Ouais. et puis évidemment avec un invité qui était solo et qu'on remercie. Merci à vous. Je reviendrai avec mon livre. Ah, ça me fera plaisir. On remercie également David, l'agent Harissa. On En remercie attendant, il va te péter la gueule. David, l'agent Harissa, Strep Fresh News, l'agent infiltré, Calzone, l'agent VHS. On passe évidemment le bonjour à Samir. Et puis, T'as oublié Eros. Eros, pardon, excuse-moi. Et comme on ne change pas une équipe qui perd avec autant de panache, on se dit rendez-vous le mois prochain.